La Bibliothèque nationale de France. Dans le cadre du cycle Littérature et écologie, Lucille Schmitt, présidente du prix du roman d'écologie, reçoit Emmanuelle Pagano, lauréate du prix 2018 pour son roman Sauf Riverains. Bonjour Emmanuelle Pagano. Bonjour Lucille. Je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui pour une conférence un entretien qui est le deuxième d'un cycle qu'organise la Bibliothèque nationale de France sur, je remets mon masque, j'avais complètement oublié, c'est l'émotion, sur la question du lien entre littérature et écologie. Nous nous sommes connus il y a maintenant quelques années, il y a 3 ans, à l'occasion de la lecture d'un de vos romans qui s'appelle Sauf Riverains et qui s'inscrit dans une trilogie qui s'appelle la trilogie des rives. À l'époque, Sauf Riverains avait été sélectionné pour le prix du roman d'écologie, prix littéraire qui venait d'être créé, et c'est votre roman qui a eu le premier prix du roman d'écologie. Voilà, donc c'était pour nous, je crois, une émotion partagée, et c'est ce qui nous a donné envie de nous entretenir, de discuter ensemble de cette trilogie des rives et de la place qui occupe évidemment l'eau, mais aussi et surtout, j'allais dire, des liens entre l'eau, les eaux, parce qu'au fond, vous décrivez l'eau dans différents types de métamorphoses, d'existence, de circulation, et l'histoire des personnes, l'histoire des hommes et des femmes, l'histoire des familles aussi, parce que ce sont beaucoup les liens familiaux qui sont représentés dans cette trilogie des rives. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots? Pourquoi d'abord avoir eu ce projet de cette trilogie? Comment est-ce que ça, au fond, l'idée vous est venue? Et en quoi d'ailleurs est-ce que c'était pas déjà quelque chose qui courait dans votre œuvre, puisque je sais que l'eau occupe, quoi qu'il en soit, une importance très, très, très forte dans votre œuvre romanesque. Oui, il y avait beaucoup d'eau dans mes livres déjà, mais je ne m'en étais pas spécialement rendu compte. Et c'est des lecteurs qui me l'ont fait remarquer. Et alors, je me suis dit, pourquoi parce que c'est vrai qu'on est entouré d'eau, on ne peut pas vivre sans elle, on est composé d'eau, beaucoup, mais ça ne suffit pas à donner autant de place dans des romans. Et alors, ça me posait question, donc j'ai réfléchi, et je me suis rendu compte que l'eau ne m'intéressait pas particulièrement, sauf que j'adore les rivières et les lacs, surtout les rivières, mais à part ça, bon. Et je me suis rendu compte que ce n'était pas l'eau qui m'intéressait, mais c'était le rapport de l'eau et de l'homme. Donc, je me suis dit, je vais investir le rapport de l'eau et de l'homme. Et du coup, j'ai cherché comment faire des histoires avec ça. Et donc, je me suis intéressée à des endroits où l'eau et l'homme se rencontrent, c'est-à-dire les rives essentiellement, et comment l'homme essaie de domestiquer l'eau et comment l'eau parfois engloutit ou manque, etc. Donc, j'ai élaboré. Au départ, je voulais faire une seule histoire avec une histoire de famille. Alors, je ne sais pas pourquoi les familles, par contre, hein, ça fait partie de votre question, mais je pense que c'est parce que je vois les choses dans une globalité. Et pareil pour l'eau, en fait, c'est des histoires d'interaction. Qui dit interaction, il n'y a pas grand-chose. Il y a la famille avec la parentalité et de la fraternité, et puis le couple. Après, peut-être la guerre, les relations conflictuelles, mais ça, c'est moins. Pour l'instant, je n'ai pas exploré ce domaine. Donc, quoique dans la famille et dans le couple, il y a la guerre. Mais voilà. Donc, c'était des histoires d'interaction, autant l'homme et l'eau interagissent, et autant les hommes entre eux, et aussi pour des histoires d'eau interagissent. Puis, cette histoire de famille, je suis pas arrivée cette seule histoire de famille, je suis pas arrivée à la faire par rapport à tout ce que je voulais explorer. Et donc, j'ai divisé en 3, et comme ça faisait 3 livres, je me suis dit que c'était une trilogie. D'accord. Voilà. Ouais. Mais ce qui est aussi très frappant quand on... D'abord, moi, il y a une chose qui m'avait marqué quand vous avez eu le prix du roman d'écologie, c'est que vous m'aviez dit roman d'écologie, je ne sais pas trop ce que c'est. Je ne sais toujours pas. Vous ne savez toujours pas, et peut-être que c'est bien de ne pas le savoir. Et en revanche, vous m'aviez dit, mais moi, j'ai voulu faire un roman du paysage. Ouais. Et ça m'avait marqué parce que je me suis dit, mais au fond, c'est ça le roman d'écologie, c'est entrer dans l'écologie par quelque chose
j'allais dire, le paysage, c'est quelque chose de concret, et par ailleurs, c'est quelque chose de mouvant. C'est-à-dire que il y a les rives, vous venez de le dire, au fond, les rives, c'est un paysage. C'est quelque chose qui permet de faire le lien entre les hommes et la nature, parce que le paysage intérieur existe au même titre que le paysage naturel. Et donc, est-ce que vous pourriez nous dire pourquoi? Parce que je pense que c'est quelque chose qu'on peut dire sur la trilogie des rives. Les 3 romans sont des romans du paysage. Oui. Est-ce que vous pouvez développer un peu sur Ouais. cette envie, ce désir et cette réalisation des paysages que vous faites à travers Alors, encore cette une fois, trilogie? c'était quelque chose qui existait et dont je n'avais pas conscience. Euh, Parce que je pensais écrire sur la nature, puisque la nature, elle me préoccupe, elle m'encombre, elle fait partie de ma vie. Voilà. Et puis, j'ai commencé cette trilogie, et c'est vraiment au moment de Sauf-Riverain, donc au moment où on s'est rencontrés, où j'ai réalisé que je ne travaillais pas sur la nature et que de toute façon, il n'y avait pas de nature en Europe, et que ce qu'on appelait nature, c'était une construction de l'homme, et que c'était un paysage. Et pour Sauf-Riverain, j'ai interrogé un paysage particulier, qui est un lac artificiel, qui semble être très naturel, mais qui ne l'est pas. Et comme c'est un lac artificiel qui est pour le coup à ma famille, personnellement, j'ai exploré cette famille. Et, et en explorant cette famille, j'ai découvert des choses, alors que je pensais ne pas découvrir des choses. Puisque, en fait, pour dire les choses, mon grand-père paternel avait des vignes qui sont maintenant sous l'eau de ce lac. Donc, je voulais voir tout ce que contient ce lac. Et je me suis rendu compte, donc je pensais n'explorer que le côté paternel. Après, je me suis rendu compte qu'il fallait que j'explore aussi le côté maternel, où il y avait aussi des lacs, des secrets, etc., et des paysages, et des lieux importants. Et, et qu'est-ce qui réunissait toute ma famille, quasiment, sauf moi, qui m'excluait, euh, c'était l'agriculture. Et j'avais reculé dans le temps jusqu'à la formation de la vallée où où se pose le lac. Puis j'avais exploré le néolithique, etc. Et c'est à partir du néolithique vraiment que l'homme met sa marque et fabrique des paysages. Et plus j'avançais dans le livre, et plus je me disais, oh, mais en fait, ma famille, ils ont construit des paysages et pas moi. Et je me suis dit, ah, mais sauf que si, en faisant ce livre et en parlant de ça, moi, je construis un paysage qui est le regard sur un paysage, en quelque sorte. C'est mon regard sur ce paysage qui en crée un autre. Et je me suis dit, en tant qu'écrivain, finalement, j'ai un héritage et je m'inscris dans cette lignée familiale d'une autre façon, mais je m'inscris quand même. Donc, en fait, cette découverte de l'intérêt que j'avais sur des lieux marqués par l'homme, comme ça, je crois qu'elle est liée à une recherche récente que j'ai effectuée sur ma famille, comme tout le monde qui s'approche de la cinquantaine, maintenant je l'ai passé. Mais à l'époque, voilà, je m'approchais et c'est vrai que je me suis rendu compte qu'on était beaucoup autour de la cinquantaine à chercher des racines, des choses comme ça. Et moi, je me suis dit, tiens, ça va passer par là. Et ce qui est intéressant, effectivement, dans cette recherche, dans cette manière de remonter le cours, en fait, il y a une sorte de métaphore vraiment de la rivière, de l'eau, c'est que à la fois vous explorez, et beaucoup dans Sauf-Riverain, en fait, votre propre histoire, mais vous la liez, vous venez de le dire, au néolithique, vous la liez aussi à l'histoire d'ailleurs géologique de cette région, puisque vous parlez beaucoup, par exemple, de la Ruffe, cette, cette pierre rouge, enfin, qui est tellement significative de cette région, du lac Salagou. Donc, vous liez votre histoire, vous comme Emmanuel Salasque, Oui. et votre famille à l'histoire géologique. Et ça, c'est quelque chose qui est très marquant. Au moment où, lorsqu'on parle d'écologie, on remonte loin, on cherche à dater les choses. Donc, il y a une historicité. Et puis, par ailleurs, si on fait le lien avec Ligne et Fils, votre premier, enfin, le premier tome de la trilogie des Rives, vous liez ça aussi à toute l'histoire, pour le coup, d'une région, au Rhône, à la question des soieries. Vous liez ça à une histoire qui est ouvrière, c'est-à-dire qu'il y a une recherche de sur la question paysanne, vous venez de le dire, dans votre famille, sur les agriculteurs, enfin, voilà, sur les vignes. Et puis, il y a aussi une histoire ouvrière, et on lie vraiment l'histoire personnelle à une histoire, à l'histoire de l'eau dans chaque région, et à l'histoire des personnes autour de l'eau. Donc, il y a une sorte de circulation, et on ne s'arrête pas à une histoire. Comment s'entremêle votre histoire, l'histoire familiale, et aussi, enfin, moi j'ai été marquée par le fait que vous décrivez très précisément les choses dans vos livres. C'est-à-dire que, par exemple, on apprend énormément de choses sur le moulinage dans Ligne et Fils. Dans Sauf-Riverain, on apprend énormément de choses sur la géologie, comment est-ce qu'on a mené la politique hydraulique. Expliquez-nous cette espèce de lien entre
cette description des techniques, de l'histoire, des personnes, etc. Souvent, ce sont des choses qui m'intéressent pour un temps donné. Et du coup, je cherche, j'essaie de comprendre, parce que moi, je ne savais pas ce que c'était les moulinages. J'ai découvert ça par hasard. Et du coup, ça me fascine. Et en plus, c'est une richesse de vocabulaire extraordinaire. Et du coup, j'ai envie de le mêler à ma langue. Et puis, je suis tellement passionnée sur le moment, ce sur quoi je travaille. Donc là, c'était les moulinages ardéchois. Après, pour Soprévrin, j'ai même étudié comment un orgue est construit. Ce qui, au départ, ne m'intéresse pas du tout, puisque l'orgue est lié à l'eau. Et qu'il y avait un orgue lié à cette histoire-là. Et je me suis intéressée ensuite pour le 3e tome à la vie des sous-mariniers, qui au départ, je ne pensais pas que ça m'intéresserait. Et quand je suis dans mes recherches, ça me passionne tellement, c'est bête comme truc, alors je sais pas, il doit y avoir un processus lié à l'écriture, mais ça me passionne tellement que je veux que tout le monde connaisse ça. Je dis... ah oui, j'embête tout le monde autour de moi avec ça. Et après, j'essaie de restituer cette passion momentanée, vraiment, parce qu'après, je passe à autre chose, dans le livre. Voilà. Et puis, j'essaie d'aller au plus près des techniques parce que je pense qu'il y a quelque chose souvent dans le détail. Je ne sais pas pourquoi, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose et qui va faire le vocabulaire et qui va me permettre de construire. Et en plus, j'ai pas tellement de plans quand j'écris, plus pour celui que je suis en train d'écrire, mais pour d'autres raisons. Mais sinon, j'ai pas de plan. Par contre, j'ai des vagues images de structure. Et donc, ça peut être une structure en toile d'araignée, ça peut être une structure en tissage, ça peut être une structure en circulation. Pour Soprévrin, c'était vraiment des digressions. C'était comme si au fond de ce lac, ça allait faire un siphon comme ça, quoi, et ça entraîne, et puis après ça déborde, etc. Et donc j'essaie de suivre ce mouvement, et ce mouvement, il est souvent dicté par des trucs très techniques et très bêtes. Donc c'est assez intuitif, en fait. Mais ce qui est intéressant, c'est que, effectivement, quand on lit Soprévrin, il y a une série de cercles, et c'est certes de la digression, mais il y a aussi quelque chose autour de l'enquête, c'est-à-dire que petit à petit, vous enquêtez et vous poursuivez une investigation intérieure et aussi historique. Et puis, il y a un lien qui se fait entre la nature et les personnes qui est incroyable. Et c'est en ce sens qu'on peut dire que c'est un roman d'écologie, c'est-à-dire que c'est un roman où petit à petit, il y a tout un système de relations qui se dévoile. Et c'est un système de relations où les êtres humains et non humains interagissent en permanence. Après, moi, ce qui me semble aussi très intéressant, et je voulais vous interroger là-dessus, c'est que dans Soprévrin, donc c'est pour des raisons de politique hydraulique qu'on fait cela, qu'on ennoie les vignes. Oui. Elles sont ennoyées. Et d'ailleurs, ça sera inutile parce qu'ensuite on ne va pas irriguer. Donc il y a quelque chose autour de l'aménagement du territoire, entre guillemets, avec cette expression très technocratique. On aménage le territoire, donc on ennoie le territoire aménagé par les vignerons. Et d'ailleurs, vous expliquez bien comment les choses sont au fond arbitraires parce que là, c'est ennoyé, là, c'est pas ennoyé, et ça dépend de qui s'en est occupé, qui a tenu bon la mémoire. Et dites-nous un peu par rapport à l'eau, parce que l'eau, c'est la nature, mais c'est aussi, comme vous l'avez dit, construit par les hommes, c'est aussi ça le moulinage, par exemple. Et il y a une espèce de va-et-vient chez vous entre le sauvage et le construit, et ça, c'est important. L'eau, c'est le sauvage et le construit. Complètement. Et oui, cela, justement, était inutile, parce qu'il y a un peu d'hydroélectricité, mais très peu, c'était pas fait pour ça. C'était fait pour écrêter les crues et puis transformer la viticulture en des vergers. Mais par contre, ça a eu après une autre utilité qui est touristique et ça a apporté une manne dans ce pays et aussi d'apporter de l'eau pour les jardins des particuliers et les habitants, puisque c'est un endroit le village était mort en fait s'il n'y avait pas eu ce lac. Mais ça, on ne le savait pas. Donc voilà. Et puis oui, il y a une certaine grande violence de l'eau et une grande violence des hommes vis-à-vis de l'eau et ça m'intéressait et cette enquête, à la limite, même si ça m'a pris énormément de temps pour Soprévrin, énormément de données, d'investigation et tout, elle était relativement facile parce qu'elle se dirigeait vers le passé et il y a quand même des traces de beaucoup de choses, même si après on n'a pas les traces de tout et qu'on est obligé d'imaginer qu'est-ce qui a pu se passer. Par contre, là, je suis en train de faire une enquête sur un avenir.
Et finalement, je me dis, je vais complètement inventer. Et par rapport en plus à de l'eau encore. Et je me suis aperçue que non, je n'inventais pas parce que pour construire un avenir, eh ben, il faut enquêter sur le présent. Voilà. Donc finalement, je suis toujours en train d'enquêter. Mais c'est ça que je préfère dans l'écriture. Après, quand il faut passer à la mise en mots de cette enquête, c'est beaucoup plus fastidieux pour moi. C'est beaucoup plus difficile. Voilà. Mais l'enquête, c'est super parce que tout est ouvert, ça va dans tous les sens, on apprend plein de choses. Moi, j'ai une curiosité qui est jamais satisfaite, en fait. Qu'on puisse en faire. Mais dans Sauf Riverain, ce qui est intéressant dans ce que vous dites sur le présent, le futur et l'enquête historique, dans Sauf Riverain, on sent bien cette espèce de glissement des temporalités, et plutôt d'ailleurs pas de glissement, d'interaction des temporalités, puisque le destin des personnages est écrit au futur. Enfin, il y a une écriture qui joue beaucoup sur le futur, alors même qu'on est déjà dans l'histoire. Donc je ne sais pas si c'était un choix conscient, mais c'est quelque chose qui est assez frappant lorsqu'on lit, par exemple, ce qui se passe dans les années 30, avec cette espèce de personnage Lily Docton, qui est extraordinaire, parce que d'abord, il relativise complètement ce qu'on peut imaginer, puisqu'au fond, il lance la naturopathie, le naturisme, etc., dans ce territoire. Donc, il relativise tout ce qu'on pourrait appeler modernité, qui s'est déjà passé. Et par ailleurs, c'est un notable. Donc, au fond, il reflète complètement nos contradictions, nos ambivalences, notre capacité à avoir plusieurs vies. Et son destin est raconté au futur, de la même manière que celui de l'ensemble des personnages. Dites-nous, est-ce que c'était un choix d'écrire au futur ? En fait, j'ai pris des dates qui sont souvent liées sauf pour la première, parce qu'on est en moins, je ne sais pas combien de millions d'années, donc il ne faut pas une date précise. Après, c'est souvent lié à un acte que j'ai découvert, souvent un acte juridique ou une date particulière. Ça peut être le moment où il y a la fontaine dans le village, le jour de la signature du règlement du BAL du village, le BAL, c'est des canalisations. Voilà, j'ai choisi des dates pour faire mes chapitres comme ça. Et je voulais écrire au présent de cette date pour le rendre plus présent, tout simplement. Et du coup, pour pouvoir parler du juste passé, par exemple, il y a un personnage donc, qui est un moine bénédictin, et la date, c'est la date de sa prise d'habit. Et j'avais besoin de raconter avant comment il était né dans un hiver incroyable et tout ça. Et donc, ça me permettait d'avoir un passé récent et d'avoir un futur proche, plus le futur de ma propre vie à moi en tant que petite fille de cet endroit, etc. Et je trouvais que de prendre le présent d'une date précise, qui était donc 17e, 18e, 19e, néolithique, etc., me permettait d'avoir plus de temporalité et de pouvoir plus ouvrir comme ça, dans une globalité. Que si j'avais raconté tout au présent du jour où j'écrivais, du moment où j'écrivais, qui était 2015, j'avais pas les nuances de passé, parce que le français, il n'en a pas assez, et en plus, moi, je ne maîtrise pas bien la concordance des tons. Et puis, il y a des mots et des tons que je ne veux pas trop utiliser, que je trouve que c'est trop précieux, etc. Donc, tout simplement, pour pouvoir avoir juste mon passé composé, etc., je décalais le point de vue temporel. Mais c'est très intéressant, c'est que du coup, là, on est vraiment dans le lien entre littérature et écologie pour moi, parce que je pense qu'il faut bien imaginer que l'écologie, elle s'inscrit dans notre histoire. C'est pas quelque chose qu'on a découvert il y a 10 ans. Et en jouant sur la langue, la temporalité, en revisitant une histoire qui était aussi enfouie. C'est-à-dire qu'il n'y a pas seulement les lignes qui ont été enfouies. C'est-à-dire que vous avez retrouvé Paul Villiers-Docton, vous avez retrouvé ce moine et les orgues. Donc, il y a eu de votre part aussi un travail, j'allais dire, d'archiviste, pour retrouver toutes ces histoires personnelles, mais qui en disent beaucoup sur notre histoire commune. Et tout ça se fait à partir de l'eau. Et donc, l'eau est quelque chose qui nous amène à retrouver ce qui est enfoui en nous, à retrouver cette espèce de mémoire flottante que nous avons et que nous ne mesurons pas, et qui est aussi une mémoire qui n'est pas seulement la nôtre. C'est-à-dire que c'est peut-être le roman le plus autobiographique, Sauf Riverain, en tout cas. Oui, même si... Bon, même si évidemment c'est... Je m'affranchis de la... Mais bien sûr, vous affranchissez, mais tout de même, vous parlez de vous, de votre naissance, de la coïncidence entre l'ennoyement et votre naissance. Vous inventez une sœur, mais vous avez une sœur. Enfin bon, il y a quelque chose
il y a quelque chose d'assez intime. Et par ailleurs, il y a une manière de revisiter l'histoire très lointaine qui est vraiment intéressante. Peut-être d'ailleurs, comme quand on est une personne, on vient de loin. Je veux dire, on aurait pu ne pas exister. Donc il y a quelque chose autour de ça. D'autant plus dans ce livre parce que, en fait, au moment où j'écrivais ce livre, j'ai découvert un secret de famille. Enfin, je veux dire, je crois que tous les écrivains en arrivent là à un moment donné. Et qui est que, enfin, c'était évidemment pas un secret, comme tous les secrets de famille. C'est-à-dire, moi, je ne le savais pas, mais tout le monde le savait. Que le lieu d'origine maternelle n'était pas le lieu d'origine, et qu'en réalité, il y avait un autre endroit d'où venait ma famille maternelle et qui a été perdu aux cartes. Parce qu'il y avait une addiction au jeu. Et quand j'ai découvert ça, j'étais bouleversée, et mes deux grands-enfants, ils étaient aussi, ah, c'est comme dans un film, tu te rends compte, et machin. Et mon plus jeune fils m'a dit, ah, mais super, heureusement qu'il a joué perdu à la belote. C'était à la belote. Et j'ai dit, mais tu te rends compte, ils étaient à la rue, ils sont partis sur les chemins, enfin, c'était un drame. Et il me dit, ah oui, mais heureusement. Et je ne comprenais pas où il voulait en venir. Et il me dit, mais si ton arrière-grand-père n'avait pas perdu la ferme au jeu, ton arrière-grand-père ne serait pas parti, ne serait pas allé à tel endroit, n'aurait pas rencontré ton arrière-grand-mère et tu ne serais pas là et moi non plus. Donc, il s'en est fallu d'une folie pour qu'on existe. Et ça a été une révélation. Je l'ai regardé, j'ai dit, mais t'as raison. Et voilà. Et en même temps, donc c'est l'inscription de ma vie, en fait, si on veut, cette enquête, mais qui tient donc à une folie et un pari stupide. Et en même temps, donc ça c'est très biographique, et en même temps c'est pas personnel du tout, parce que je parle pratiquement tout sauf moi dans ce livre, alors qu'il y a beaucoup de choses qui sont très personnelles dans les autres, où je suis pas, mais où je suis pas d'un point de vue récit. Mais les gens s'y trompent pas, parce que par exemple la famille de Moulinier, alors moi il n'y a jamais eu de Moulinier dans ma famille, alors, ni d'ouvriers ni de patrons, c'est quasiment que des paysans et des soignants, des infirmiers, etc. Mais j'avais tellement investi cette histoire avec mes propres émotions et tout, qu'il y a des journalistes qui ont été persuadés que j'étais issue d'une famille de Moulinier. Donc voilà, en fait, c'est pas le plus biographique et le plus personnel. Voilà. Mais par contre, oui, vous avez raison. Il y a cette histoire d'enquête par rapport à l'eau qui est présente dans les 3 livres et qui, je me dis, bah, c'est vrai que l'eau, c'est ça doit être le lieu, la matière, le bien, la ressource naturelle où se posent le plus les questions d'écologie depuis donc, très longtemps et avec le plus d'acuité aujourd'hui, je crois. Donc c'est intéressant à ce niveau-là parce que il y a vraiment des enjeux, voilà, financiers, éthiques, humains et psychologiques, je crois. Voilà. Et je pensais, tout à l'heure, on disait que vous aviez exploré différentes expressions de l'eau, effectivement, entre le lac de barrage, le Rhône. Dans Serez-vous des nôtres, qui est le 3e roman de cette trilogie, vous explorez en parallèle, enfin, est-ce qu'on peut dire vraiment en parallèle? En tout cas, sur une journée, le 28 octobre, il y a 2 univers aquatiques qui se déploient. Celui d'un lac qui va être un étang. Pardon, ce n'est pas un lac de barrage, c'est un étang. Un étang, c'est le jour où on le vide de l'eau pour récupérer les poissons. Je ne sais plus comment, techniquement, comme vous êtes meilleur que moi en technique. Et puis, c'est en même temps le jour où un sous-marin remonte à la surface de l'océan Atlantique. Donc, vous explorez à la fois l'immensité de l'océan et puis l'étang, ce lieu fermé, ce lieu quelque part peut-être angoissant aussi. Voilà. En plus, au fur et à mesure qu'il se vide, on réalise ce qu'il y a à l'intérieur. Enfin, ça grouille. Donc, est-ce que vous pouvez nous en parler de ça aussi? Parce que là, c'était un univers, enfin, il y avait 2 univers aquatiques parallèles. C'est aussi le roman où vous n'avez pas écrit à la première personne. Oui, c'est le seul. Et ça, c'est très intéressant. Il y a 2 univers de l'eau différents. Vous n'écrivez pas à la première personne. Qu'est-ce qui s'est passé autour de ce... oui. En plus, c'est le seul récit, un nouvel, tout compris, qui est écrit à la 3e personne de toute mon travail, parce que j'arrivais pas. Je pouvais pas. Moi, comme beaucoup d'écrivains, j'ai 2 défauts qui, pour moi, sont des qualités d'écrivain, qui sont l'empathie et la curiosité. Mais ça peut prendre des proportions limites, mais voilà, on est très empathique et tout ça.
Et chez moi, ça passe par l'appropriation à la première personne. Même si c'est pas forcément des femmes, etc. Mais là, j'y arrivais pas, et puis surtout, j'avais une polarité, comme vous l'avez très bien expliqué, avec deux mondes aquatiques à la fois différents et à la fois très semblables, parce qu'il y en a un qui est immense, extrêmement profond, et l'autre qui est tout petit et très peu profond, et qui en même temps, quand on essaie de comprendre l'imaginaire de cet espace, est extrêmement grand et profond aussi. Et un qui est complètement artificiel, les étangs, ça n'existe pas sans l'homme, et un autre qui est complètement naturel, qui est la mer, quoi. Et donc, ça fait des deux polarités avec deux personnages, pareils, qui se répondaient, et avec une notion d'aimant entre les deux. L'étang répond à l'océan, puisqu'en plus, le sous-marin est connecté par des antennes qui sont au bord de l'étang, et ça, je ne l'invente pas. Et puis, les deux hommes sont deux anciens amis qui s'aimantent comme ça, qui s'aiment vraiment d'amitié, hein. Et je voulais vraiment explorer et sans briser une polarité. Et je ne voulais pas passer d'une première personne à une autre. Pour moi, c'est trop artificiel. Donc, du coup, je me suis retirée du jeu, si on peut dire, de l'espace. Et j'ai tout travaillé à la troisième personne. Voilà, alors il y a tout un tas d'autres personnages qui gravitent autour, mais il y a vraiment ces deux. Oui, c'est vraiment, ça fonctionne comme un aimant, plus, moins, et ça s'inverse, etc. Et voilà. Mais ce qui est aussi assez bouleversant dans Serez-vous des nôtres, alors, il faut peut-être expliquer ce que c'est que Serez-vous des nôtres. Qu'est-ce que c'est? C'est en fait cette question de David qui remonte, c'est le jour où il remonte et il trouve cette invitation à rejoindre en fait la pêche et Caspienne, l'étang, l'étang qui s'appelle Caspienne. Enfin, c'est très intéressant. Est-ce que vous pourriez nous expliquer pourquoi l'étang s'appelle Caspienne, qui est une mer? Donc l'étang est une mer. Ah ben, on ne sait pas justement si c'est un mer ou un lac. Mais justement. Comment on répond à la vraie Caspienne, hein, on ne sait pas si c'est un lac ou une mer. Et selon comment on répond à la question, eh ben, par rapport à tous les pays qui bordent cette vraie Caspienne, c'est complètement différent parce que selon si c'est un mer ou un lac, le gaz qui est contenu dans la Caspienne n'est pas exploité par les mêmes pays parce qu'on considère soit que c'est les pays riverains, soit ceux qui ont le plus de rives, soit ceux qui ont le plus d'eau. Voilà, c'est vraiment une histoire politique, ça je le savais pas. En réalité, il y a un étang qui existe, qui est l'étang de la mer Rouge, dans la Brenne. Et je voulais me baser sur cet étang parce que c'est un étang très riche en histoire, en légendes et tout ça. Et je voulais pas garder son vrai nom. Et donc je me suis dit, tiens, je vais chercher qu'est-ce qu'il y a comme mer fermée dans le monde qui pourrait... Et j'ai trouvé la Caspienne. Du coup, je me suis mis à examiner tout ce qui se passait au niveau géopolitique de la vraie Caspienne pour voir si ça pouvait intéresser mon roman. Et il se trouve que je travaillais aussi sur un autre lieu, qui est le lac de Grandlieu, qui n'a rien à voir avec les étangs, qui est naturel, lui, qui n'a rien à voir avec les étangs de la Brenne, mais j'ai mélangé les deux. Et dans cet espace du lac de Grandlieu, c'est un territoire de chasse, très connu, très important, et notamment comme chasseur, il y avait un personnage important qui a un rapport avec la mer Caspienne, qui réellement venait chasser. Et donc je me suis servie de ce personnage pour ramener la vraie Caspienne dans la fausse Caspienne. Ce que je ne savais pas alors, c'est que j'allais travailler sur un autre territoire ensuite dans un autre domaine qui est le cinéma, et qui est un territoire arménien et qui a un rapport aussi avec les intérêts liés à la Caspienne, puisqu'en ce moment il y a la guerre dans ce territoire, c'est le Haut-Karabakh, et que c'est aussi lié aux intérêts du gaz de la Caspienne, puisque l'Arménie n'est pas loin. Et donc en fait il y a des passages comme ça qui se font, je crois, consciemment. Je me dis, ah ben oui, donc du coup, je vais prendre Reza Pahlavi, je vais en faire ça, là, je suis tout contente de moi. Et puis, ça me dépasse. Ça me dépasse, et puis, il se passe des choses par mon insu. Enfin, certainement que je l'ai à moi, mais je n'ai pas conscience. Je ne crois pas que ce soit magique, mais en fait, ça me dépasse quand même. Comme quand on est dépassé par des émotions au niveau psychologique. Voilà, elles viennent quand même de nous, mais on est débordé. Et j'étais débordée. Et j'ai été débordée dans l'Inéfis, et j'ai été débordée dans Sophribra, et j'ai été débordée dans Serez-vous des nôtres. Mais ce qui est assez extraordinaire, c'est que aussi à travers, particulièrement je trouve Serez-vous des nôtres, on comprend que l'idée d'imaginer qu'on est corseté, qu'on est dans un petit espace, etc., ça n'existe pas. Et on le comprend grâce à l'autre, c'est-à-dire que des personnages font irruption,
Et brusquement, c'est une histoire différente, diplomatique. On pourrait appeler ça diplomatique, mais en fait, comme vous le dites, c'est des rapports de force, des enjeux. Et les enjeux sont aussi dans l'amitié des rapports de force. Ça vous le dites très bien. Entre ces deux personnages, il y a quelque chose. Si David est parti, c'est parce que quelque part, l'amitié était très forte, mais il était insupportable de rester là. Pour lui, elle était insupportable. Ouais. Donc, il y a quelque chose sur cette nécessité de s'éloigner. Et serez-vous des nôtres, c'est aussi le rapprochement possible. D'ailleurs, la question restera en suspens. Oui. Vous dites très bien dans ce roman la nécessité de garder des questions en suspens. Moi qui m'intéresse énormément aux questions d'écologie, je pense que sur l'écologie aussi, il faut garder des questions en suspens, ne pas avoir trop de certitudes, et particulièrement lorsqu'il s'agit de faire interagir la nature et les hommes. Ouais. Et ça, dans vos livres, on le perçoit très, très fortement. Par exemple, l'étang, il est artificiel, le lac Salagou, il est artificiel, mais quelque part, ils sont artificiels au départ et ensuite ils ont une vie propre. On le sent, il y a tout un écosystème. Voilà, on sent exister dans vos descriptions très précises une espèce de fluidité des existences. Moi, je trouve que c'est vraiment très très fort. Après, vous décrivez un peintre qui au fond n'y arrive pas, oui. Qui n'arrive pas à saisir la lumière. Et c'est aussi l'image de cette nature qui ne se laisse pas saisir. Est-ce que vous pouvez nous en dire? Enfin, moi, je me suis demandé si ça avait quelque chose à voir aussi avec l'écriture. Enfin, voilà. Oui, Jonathan est un peintre qui n'arrive pas à saisir la lumière. Il se dit peintre raté. Oui. Et dans Inéfis, il y avait une photographe ratée. Et moi, je crois qu'on est tous quand même des artistes ratés, dans le sens où on essaie toujours de faire plus, mieux, plus construit, plus. Vous parliez tout à l'heure de la part de recherche et de documentation pour me dire. Elle vient du fait que j'ai plus de temps pour écrire et que du coup, je veux tout savoir sur un sujet, c'est complètement impossible. Et j'ai toujours l'impression que je n'y arriverai jamais. Et que on passe toujours à côté de quelque chose, et notamment des liens de l'homme et de la nature. Et au début, ça m'a angoissée. Et puis, je me suis dit, mais je ne vais pas faire exprès de ne pas y arriver. Mais comme moi, j'ai lié depuis toute petite mon existence à écrire, mais raconter des histoires, pour des tas de raisons, et qu'en fait, maintenant, c'est impossible à défaire. Tant que j'écris, et j'écris tant que je ne suis pas arrivée à où je veux arriver, je suis en vie. Donc, je me dis, un jour, j'ai entendu un Indien d'Amérique, je ne sais plus quelle tribu, dire ça, en fait, que quand l'homme il a achevé ce qu'il doit achever, il meurt. Et donc, je me dis, bon, mais tant que je suis un écrivain raté, je suis en vie. Alors, peut-être qu'il y a ça. En tout cas, de mon point de vue, c'est ça. Après, il y a aussi tous les écrivains, artistes ratés qui existent, pas ratés dans le sens où ils n'arrivent pas à faire œuvre, mais où ils n'arrivent pas à partager leur œuvre. Il y en a tellement, et il y a tellement de destins artistiques brisés par tout des tas de raisons familiales, psychiques, historiques, sociales, etc. Chaque fois, ça me rend dingue. Un jour, j'ai rencontré comme ça quelqu'un. En fait, je cherchais à acheter une maison que j'ai jamais achetée. Et je visite sa maison, qui était un moulin d'ailleurs. Et je vois au mur des tableaux que je trouve magnifiques. J'ai dit, waouh, je pense pas que je vais acheter cette maison, mais les tableaux sont magnifiques. C'est quel peintre, tout ça? Et il me dit, mais c'est moi. Et alors qu'il n'était pas peintre. Et j'ai dit, mais pourquoi comment ça Et il me dit, mais moi j'ai toujours voulu peindre, mais ma mère elle ne supportait pas, elle me l'a interdit. Donc je peins, mais je ne montre pas mon travail. Voilà, c'est un peu ça aussi. Et ça, moi, c'est quelque chose qui m'émeut, je me dis, mais ça me rend dingue. Je me dis, comment c'est possible Voilà. Alors, comment c'est possible Je sais bien qu'il y en a qui ont des vies familiales plus difficiles et tout, mais pour moi, on ne peut pas survivre si on doit peindre et qu'on ne peut pas. Voilà, c'est une de mes inquiétudes. Voilà, et donc j'ai parlé de ça. Et là, il y avait une histoire de ne pas arriver à saisir le paysage. Ouais. Bon, Jonathan, il est devenu
propriétaire des temps, donc il possède ce paysage, mais il n'arrive pas à le posséder, à le rentrer dans un tableau. Voilà. Et ça, oui, le paysage lui échappe. Il le possède financièrement, mais il échappe complètement. Ouais. Et ça, c'est une question justement complètement écologique de à qui ça revient la nature, et comment on l'exploite, comment on la protège, etc. Et comment on la restitue et comment on y vit. C'est la vraie question, c'est ça, c'est comment. La vraie question de Jonathan, c'est comment vivre à cet endroit où il est né. Et quand vous m'aviez dit, mais qu'est-ce que c'est qu'un roman d'écologie, en y réfléchissant de nouveau, je me suis dit, et c'est aussi parce que maintenant ce prix existe depuis 3 ans et qu'on a une sorte de corpus de ce qu'on peut rattacher au roman d'écologie. Qui doit être immense. Mais justement, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de roman d'écologie, il n'y a pas un archétype. Il y a quelque chose d'assez immense, mais parce que, j'allais dire, chacun entre dans l'écologie par son histoire, par un angle d'approche privilégié, celui qui lui plaît. Et nous discutions sur le fait qu'il y avait surtout des écologies, c'est-à-dire qu'il y a des manières de voir la nature qui dépendent profondément de qui vous êtes, de comment vous vivez. Les paysans, parce que vous me disiez, au fond, cette trilogie, donc c'est une trilogie des rives, du paysage, mais aussi on sent cette espèce d'envie de montrer des destins paysans, enfin, ou des destins en tout cas de personnes qui n'auraient pas l'idée de penser qu'elles sont intéressantes aussi. Enfin, il y a quelque chose je ne sais pas forcément des destins anonymes, mais il y a quelque chose autour de la paysannerie, de la ruralité. Enfin, je sais pas, ruralité, c'est des termes un peu abstraits, mais comment est-ce qu'on peut dire cette écologie-là, qui n'est pas du tout une écologie urbaine, c'est ça que je voulais dire. C'est qu'on est vraiment, on est loin de l'écologie telle qu'on peut la décrire dans le discours de propositions politiques, par exemple. On est très loin de ça. Encore que c'est politique. Bien sûr, mais c'est pas c'est pas quelque chose de l'ordre de la campagne électorale. Ce que je veux dire, tout ça est très politique. C'est du projet. C'est un projet de société. Je sais pas. Il y a un projet de société. Enfin, il y a en tout cas la description d'une manière de vivre. Mais en plus, l'angle de la paysannerie, et je le vois encore plus dans ce que je suis en train d'écrire, c'est vraiment un angle où on voit l'écologie par un moyen détourné, puisque souvent les intérêts des organisations environnementales vont à l'encontre des intérêts du monde paysan. Et ce qui me paraît une aberration, parce que pour moi, on ne peut pas être paysan sans être écolo. Et donc, j'essaie de voir pourquoi ça ne peut pas fonctionner ensemble, pourquoi ça peut fonctionner ensemble, etc. Mais j'ai presque envie de vous dire, est-ce que vous arrivez à trouver, alors je ne sais pas comment ça pourrait se situer, mais est-ce qu'il existe seulement des romans qui ne soient pas d'écologie? Parce que si en fait, quand même, la littérature, c'est notre rapport au monde. Oui, mais alors je pense que... Alors peut-être qu'il y en a qui ne s'est pas affirmé en tant que tel, mais... Non, et c'est surtout, il y a une question qui est en train d'arriver sur une plus grande explicitation. C'est-à-dire qu'effectivement, on peut trouver, je pense, une part d'écologie dans la plupart des romans. Mais là, on a l'impression que cette anxiété sur fin du monde, catastrophe, aujourd'hui hante l'inspiration d'une manière beaucoup plus explicite. Oui, c'est vrai. Donc ça, c'est en ce sens qu'on pourrait dire. Après, il ne faudrait pas imaginer que tout roman d'écologie soit catastrophiste. Non. Et du coup, il y a quelque chose sur la manière dont la nature s'entremêle à nos histoires qui, vous avez raison, c'est sans doute parce qu'on regarde davantage, justement, on investigue, on enquête sur où est-ce qu'elle est l'écologie, qu'on la fait apparaître. C'est l'inspiration romanesque, et c'est aussi comment nous, on lit. Vous disiez, vous disiez au début de notre entretien, ce sont des lecteurs qui m'ont aidé à voir que l'eau était si importante parce qu'évidemment, il y a cette espèce de part, heureusement, d'inconscient, ou en tout cas, on raconte, et puis ensuite, le puzzle où les choses s'imbriquent et apparaissent des résonances. Mais c'est très intéressant, on parlait des adolescents troglodytes, qui ne fait pas partie de la trilogie des rives, mais où aussi il y a un ennoyement. Peut-être que vous pourriez nous... Oui, il y a déjà ce motif dans l'ennoyement. Oui. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que l'ennoyement, l'eau est quelque chose qui soulage, qui fait apparaître, qui fluidifie, mais elle est aussi, elle noie aussi. Enfin, il y a quelque chose autour du fait que l'eau est
l'eau, elle est dangereuse aussi. Enfin, en tout cas, elle est là pour nous faire oublier. Elle est un facteur d'oubli. Et vous, vous êtes une enquêtrice qui va chercher les choses oubliées. C'est quelque chose D'autant que dans les adolescents troglodytes, je ne savais pas encore qu'il y avait les vignes de mon grand-père Toulouse. Et je parlais d'une ferme en Noyer. Donc, je ne savais pas que ça allait me toucher de plus près que ça. Mais je pensais en plus que dans les adolescents troglodytes, il y a 2 lacs dans cette histoire, dont un naturel, un artificiel. Et je croyais que l'eau, elle était là. Et puis c'est pareil, des lecteurs qui m'ont dit ah oui, mais même quand il n'y a pas les lacs, il y a de l'eau partout dans l'adolescent troglodyte parce que c'est dans un paysage de neige. J'avais même pas fait le lien conscient entre la neige et l'eau. C'était grave. Voilà, donc c'est vraiment un roman baigné de neige. Voilà. Mais qui lui est apaisé. Le rapport à l'eau, à part ce problème de ferme perdue, la neige, c'est peut-être l'eau la plus, même si elle nous empêche de circuler, etc., c'est peut-être l'eau la plus apaisée, en tout cas dans mes livres. Mais ce qui est intéressant, c'est que vous n'avez pas appelé votre trilogie de l'eau. Ça s'appelle trilogie des rives. Oui, parce que c'est l'endroit où l'homme et l'eau se rencontrent. C'est ça, il y a quelque chose. Et puis c'est aussi une frontière entre l'homme et l'eau. Enfin, donc il y a quelque chose sur les limites d'ailleurs qui sont passées, qui ne tiennent pas, etc. L'ennoyement, bon. Mais ce sont les rives. Et au fond, vous ne parlez jamais. Enfin, quand même, dans Sauf Riverain, ça commence par une description d'une nature où l'homme n'a pas de place. Oui. Et puis petit à petit, l'histoire, les hommes apparaissent. Oui. Donc il y a un mouvement qui va du plus inhumain, ou en tout cas inhumain, je ne sais pas comment on pourrait dire, vers quelque chose de très intime à la fin avec votre oncle. Après, justement, ils apparaissent jusqu'à disparaître. Mais quand ils disparaissent, et notamment cet oncle, puisque ça finit par la mort de cet oncle, c'est pas comme s'il n'avait pas été là. Au début, il n'est pas là, l'homme, parce qu'il n'est pas encore apparu sur Terre. Mais après, il est là, et il disparaît, et il manque. Voilà. Donc, oui, on peut dire ça. Et puis aussi, tout à l'heure, vous avez dit que dans votre famille, il y avait des paysans et des soignants. Oui. Et, les paysans étant eux-mêmes des soignants. C'est ça. Et on voit que cette question du soin, de ne pas arriver aussi à donner le soin, enfin, cette question de vouloir soigner sans y arriver est aussi très présente dans vos romans. Et dans ce moment, d'ailleurs, où le soin est au cœur de beaucoup de choses. Moi, ça m'a beaucoup marqué dans Sauf Riverain, c'est-à-dire la psychiatrie est là, la souffrance, le soin. On n'est pas seulement, on est aussi dans le plus intime de ce qu'est la vie. Donc, comment on lit cette question du soin et cette question... il est là, en tout cas, on le sent. Mais c'est un constat que j'ai fait, que dans ma famille, il y avait essentiellement des soignants et des paysans, les paysans étant les premiers vétérinaires de leurs bêtes, donc des soignants. D'ailleurs, ils disent je vais nourrir ou je vais soigner, et c'est synonyme. Quand ils vont donner le fond aux bêtes, ils vont soigner. Donc ça m'a frappé. Et puis il se trouve qu'un des personnages clés de ce roman était soignant, donc infirmier en psychiatrie, et se retrouve lui-même en tant que patient en psychiatrie à la fin. Et la question de la psychiatrie me travaille beaucoup. D'ailleurs, mon prochain roman parle de ça aussi. Mais je crois que c'est parce que je me suis aperçue très récemment que parce qu'on m'a toujours dit quand on écrit, enfin, des collègues qui me disaient ça, c'est parce qu'on a eu quelque chose qui s'est passé de dramatique. Et je dis tout le temps non, moi tout va bien, j'ai pas de problème, tout ça, j'écris, voilà. Puis jusqu'au jour où j'ai réalisé que quand j'étais petite, j'étais certainement folle ou en passe de devenir, puisque je ne jouais pas, par exemple. Je passais mon temps à me raconter des histoires. Et si je n'avais pas accès au monde, et si je n'avais pas eu l'écriture, j'aurais eu un rapport très altéré au monde qui existe toujours, qui est toujours très altéré, mais qui est soigné justement, ou relativiser cet empêchement par l'écriture et la lecture. Et donc, je pense que je me suis sauvée de je ne sais quoi, une psychose ou un trouble borderline, ou je ne sais quoi, en tout cas un trouble de rapport au monde, par l'écriture. Donc, à ce moment, j'explore justement, et je l'ai déjà fait en fait de façon un peu déviée, alors non seulement dans Sauf Riverain, mais aussi dans Un renard à Manu, qui est un recueil de nouvelles
où il y a pas mal de fous, de gens qui sont en marge, qui sont limites comme ça par rapport à la raison. Et bon, ça m'a toujours intéressé, je savais pas pourquoi, jusqu'à ce que je me rende compte que ben, petite fille, je flirtais avec ça et que je pense, ben, c'est délicat de dire ça vis-à-vis de tous les gens qui ont des maladies psychiques et de leurs proches, mais je pense que j'étais pas loin et que écrire m'a sauvée, voilà, d'une maladie psychique. Je suis pas sûre, hein, c'est pas, mais voilà. Et c'était un garde-fou. Et d'ailleurs, mon oncle était vraiment un garde-fou au sens figuré et propre de ma famille qui s'est écroulée. Et peut-être c'est à ce moment-là que j'ai compris que moi aussi, j'avais, à part cet oncle, j'avais d'autres garde-fous qui étaient peut-être l'écriture. Oui, bien sûr. Et évidemment, cette question des rives, les rives sont à la fois des garde-fous, la manifestation de la limite. Et ça peut s'effondrer à un moment et ou à l'autre, évidemment, ça peut s'effondre. déborder, Et c'est à nous de construire les rives et de faire en sorte qu'il n'y ait pas quelque chose qui nous envahisse. Moi, je crois que c'est aussi ça. Ouais. L'eau est quelque chose qui peut nous envahir. C'est très, très fort. Mais, ouais. Et en plus, mon oncle, il avait construit une maison de ses propres mains, parce qu'en plus d'être infirmier, il savait tout faire. Et qui était au bord d'un lac, qui est toujours d'ailleurs au bord d'un lac, avec un garde-fou sur l'eau. Enfin, voilà. Et un lac aussi artificiel. Et, et je me posais la question, parce que parfois il le vidanger, tout ça, est-ce que ça peut passer par-dessus? Ben non. Ça peut être moins, mais ça peut pas être plus au niveau de l'eau par rapport à ce lac. Et je me disais, bon, ben, il sert quand même à pas tomber dans le lac pour les petits, tout ça. Jusqu'au jour où, et le livre finit sur ça aussi, en fait, la mairie décide de faire une promenade tout au long de ce lac qui passe par les terrains privés, puisque c'est l'EDF qui est propriétaire du lac, et donc les rives n'appartiennent pas aux propriétaires. Et donc, qu'est-ce que c'est qui est passé au bord et même dessus le garde-fou? Ce sont des gens qui ont... Parce que le chemin, du coup, passe devant la maison et dans les terrains. Et un jour, j'y suis allée et je me disais, oh, elle est jolie la promenade, ça fait rien, tout ça. Puis tout d'un coup, j'ai vu arriver quelqu'un qui se promenait. Oh, et j'ai vécu ça comme une violence, parce que c'était l'endroit où on se baignait, c'était notre plage et tout. Et cette irruption de quelqu'un que je connaissais pas chez mon oncle, oh, c'était des violences. Et voilà, alors que c'est un peu bête, ça, c'est pas censé nous appartenir, mais voilà, il y avait une appropriation comme ça d'un espace, encore une fois, et voilà, et donc là, le garde-fou est tombé. Là, j'ai été traumatisée par juste quelqu'un qui se baladait, quoi. Ouais, bon, il y a toutes ces histoires d'être vraiment au bord de la raison, au bord de l'eau, tout ça. Bien sûr. Ouais. Et d'ailleurs, je pense que quand vous parliez de l'écriture, ce qui est vraiment très intéressant, c'est que vous décriviez cette enquête, cette investigation, et la façon dont elle vous amène à des mots nouveaux, à des mots techniques, et à une découverte d'une richesse incroyable des mots. Et c'est en ce sens que moi, ça m'a intéressée sur les enjeux d'écologie, parce que je trouve que très souvent, aujourd'hui, on dit beaucoup de généralités sur l'écologie, et que du coup, on ne sait pas ce que ça veut dire. C'est très flou, ça permet d'avoir d'ailleurs des discours qui ne sont pas suivis d'actes. Tandis qu'avec avec ce langage précis, une forme de technicité littéraire, si je puis dire, brusquement, je crois qu'il y a un corps qui apparaît autour de la nature, de l'écologie et de comment faire. C'est-à-dire que, je ne l'avais sans doute pas cherché, mais par exemple, quand vous décrivez, quand on vous a dit, est-ce que vous êtes d'une famille de mouliniers, moi je trouve ça très intéressant. C'est-à-dire que vous avez été jusqu'au bout de la compréhension des comment ça marche, le fonctionnement, comment les comportements qui allaient avec. C'est pareil, quand on ennoie les vignes, on va aussi vous raconter au fond comment ça se fait. Dans Serez-vous des nôtres, on comprend beaucoup de choses sur les sous-marins. Et cette espèce de goût d'aller au bout de comment ça marche, moi je trouve que c'est très important si on veut donner, c'est mon point de vue d'écologiste convaincu, si on veut donner une sorte de corps et de réalité à cette question d'écologie au-delà d'un flottement. Et voilà. Je suis pas sûre d'arriver à comprendre comment ça marche, honnêtement. Je vais dans des détails, je vais au cœur, je décortique, mais je crois que j'ai pas les capacités d'arriver à comprendre le fonctionnement. Oui, mais en tout cas, Par contre, j'ai une approche de la nature, donc du coup une écologie, enfin une approche de l'écologie très pragmatique.
Et d'ailleurs, moi, j'ai une pratique de l'écologie très pragmatique. Je suis écolo par nécessité et par commodité avant tout. Voilà. Je suis très, c'est vrai, pragmatique, prosaïque comme fille, même si cette pratique, cette technique, tout ça m'amène peut-être à explorer des champs plus poétiques que si j'étais restée abstraite et littéraire. Mais ça passe par le côté. En fait, il y a un livre que j'ai écrit qui s'appelle Le tiroir à cheveux. Je l'ai écrit à la naissance de mon troisième enfant. Et j'étais très dans les soins, tout ça, machin. Et parce que je ne savais pas où il serait publié, ce livre. Et un des éditeurs qui l'avait reçu m'avait dit, bon, c'est une écriture ménagère. Et à la fois, ça m'avait vexée, blessée et enthousiasmée. Et je m'étais dit, mais oui, voilà. Donc ça passe par des trucs très prosaïques. Voilà. Donc peut-être c'est ça que vous voulez dire quand vous dites. Oui, en fait, ce que je veux dire. En tout cas, il y a le corps dans le prosaïque. Oui, il y a le corps. Et puis, ce que je trouve intéressant, c'est que je ne crois pas que écrire sur l'écologie ou sur des thématiques écologiques soit seulement faire un truc plus lyrique, genre le ciel était magnifique, il était rose, il était beau. Il y a quelque chose aussi, si on veut parler de la relation entre l'homme et la nature, il est important d'expliquer, par exemple, comment un sous-marin est dans l'océan. Oui. Parce que l'homme, c'est ça aussi, c'est une présence qui peut déranger, évidemment, les baleines. Et, qui dérange. Qui dérange, voilà. Voilà. Et donc, on a cette espèce d'association, quelque part, j'allais dire, contre nature. Un sous-marin dans l'océan, ça dérange l'océan Atlantique. Et vous le décrivez très bien aussi, comment par ailleurs l'océan confine les personnes. On a le sentiment du danger de l'océan, et quand on lit Serez-vous des nôtres, chacun d'entre nous peut se dire, mais est-ce que je supporterais cette espèce de sentiment de menace permanente, c'est-à-dire au fond de vie et de mort qui est lié à cette espèce d'immersion dans l'océan. Enfin, on ressent ce genre de choses. On le ressent d'autant plus si on le lit aujourd'hui, après en pleine pandémie, après avoir été confiné 2 fois, où on se dit, ils étaient encore plus confinés. Et en plus confinés un peu comme dans les prisons et les monastères, c'est-à-dire avec une proximité avec d'autres, et avec une menace permanente. Donc ça, on a vécu ça un tout petit, et on se dit, waouh. Mais évidemment, quand je l'écris, je ne savais pas que... C'est ça. Mais donc, il y a cette espèce de... On sent qu'il y a quand même une forme d'antagonisme entre l'homme et la nature. On le sent dans vos romans. Et par ailleurs, on sent que cette coexistence, cette interaction existe. Mais on n'est pas en train de faire une carte postale. Moi, c'est ça qui me... Oui. On sent les conflictualités, on sent les rapports de force entre les personnes, la souffrance aussi. Mais la nature est toujours là. On n'est pas du tout dans Moi, je la sens très présente. Oui, parce que je ne reste pas de m'en plaindre de la nature et de vouloir rester dans un paysage, pas naturel, hein, mais où il y a beaucoup de nature. Donc, moi aussi, je suis en contradiction. Voilà, donc je pense que ça vient de là, ça vient à partir de d'où je raconte, sans doute, même si j'explore des paysages que je ne connais pas du tout. Comme par exemple les étangs de Valbrenne, j'y suis allée, mais je n'ai jamais vécu. Voilà, c'est quelque chose que j'ai découvert, quoi. Et du coup, on revient à cette question du paysage, qui est une notion... Chacun a l'impression de savoir qu'est-ce que c'est qu'un paysage, parce que le paysage, on le compose soi-même, on s'y met ou pas. On tente d'y habiter. On tente d'y habiter, c'est ça. On peut y mettre des maisons, comme on peut imaginer un paysage entièrement dépourvu d'humanité. Donc le paysage est une notion extrêmement mouvante. Ouais, et d'autant plus qu'en ce moment, j'explore un paysage vertical. Alors c'est encore plus compliqué. Et de comment on habite la pente. Donc voilà, il y a aussi ça. Et du coup, je travaille un peu sur le déséquilibre, sur le contrôle de quelque chose qui est incontrôlable. Finalement, j'ai toujours un questionnement. Qu'est-ce que c'est ce paysage de la pente? C'est des habitations dans une vallée d'altitude. Voilà, menaçante et hyper contrôlée. Parce que je voulais explorer justement les dangers de l'écologie. Donc c'est ce que j'ai tenté de faire. Du coup, je pensais même que j'allais dénoncer l'écologie, la pensée écologique dominante. Je me suis aperçue qu'en réalité, non. Simplement, j'explore les dangers, voilà,
d'une écologie non réellement pensée, voilà, avec un hyper contrôle des paysages naturels, des ressources naturelles, voilà. Et comme c'est incontrôlable, ça ne marche pas. Bien sûr, bien sûr. Oui, en fait, ce qui est très important dans vos livres aussi, c'est ce sentiment que il faut pas vouloir contrôler. Il y a quelque chose qui se passe. Oui, justement, je sais pas. Et on essaye, enfin, contrôler, ne pas contrôler. On sent cette espèce de mouvement en permanence pour réussir à vivre, justement, les garde-fous. Je suis à nouveau là-dedans, sur Ouais. un hyper contrôle d'une nature pour essayer de la protéger et un hyper contrôle de la raison, puisque à nouveau j'explore ce glissement que j'aurais pu avoir de maladie psychique à travers le personnage de Jumelles, à nouveau. Et voilà, du coup, les deux se répondent, les deux dangers se répondent, les deux exagérations de tentatives de garde-fous se répondent. Et ça associé à la pente. Alors, j'ai du mal à l'expliquer, mais en gros, c'est à nouveau des histoires d'images, de sensations, c'est presque de la kinesthésie, c'est comme ça qu'on dit. C'est-à-dire que je me suis rendu compte, pour avoir marché en montagne, enfin, j'habite la montagne, mais un plateau, pour avoir marché sur des dénivelés importants, que, c'est bête ce que je veux dire, tout le monde va rigoler, mais c'est pas grave, on se tient pas pareil quand on est dans un paysage en pente. On ne marche pas pareil, on ne se tient pas pareil. On travaille notre centre de gravité, on n'a pas les mêmes pas les mêmes foulées, pas les mêmes façons de se tenir, et même le cœur ne fonctionne pas pareil. Voilà, il y a tout un tas de métamorphoses au niveau du corps que j'ai exploré. D'accord, donc dans le prochain roman, il y aura de l'eau, mais c'est ce que je vais dire, ça sera plus les rives, ça sera l'interaction entre l'eau et la montagne en fait. Oui. Donc c'est encore l'eau, mais c'est très différent, ça sera plus les rives. Oui, bah justement, je m'étais posé la question de est-ce qu'il allait aller avec, est-ce que ça serait une excroissance dans la trilogie, mais non. D'accord. Bien. Bah, je pense que nous sommes arrivés au terme de cet entretien et merci beaucoup Emmanuelle Pagano de nous avoir permis cette exploration. Merci d'être venue jusqu'ici, jusqu'en dans Ardèche. la neige, avec de petits congés arrière. Merci beaucoup. Vous venez d'écouter un podcast de la Bibliothèque nationale de France. Retrouvez les conférences, rencontres et créations de la BNF sur toutes les plateformes de podcast ainsi que sur le site bnf.fr.